Bonjour, que la paix soit sur vous. On m'a envoyé une vidéo d'un internaute ou de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui se fait appeler Benji Raconte et qui se présente comme une vision alternative de données historiques et qui donne des informations parfois intéressantes, parfois nouvelles, parfois alternatives sur la question sur une question historique, sur des faits d'actualité. Et là, on m'a envoyé une vidéo où il parle justement de l'islam politique et de révélations qui auraient été faites dans un livre qui est paru il y a plus de 10 ans maintenant, de Mark Curtis, sur les relations entre le Royaume-Uni, mais également les États-Unis et l'islam radical. Elle présente ceci comme une donnée particulière avec une conclusion qui est celle que mon père, en l'occurrence ici, aurait été financé et soutenu par les Américains, ce qui avait été déjà dit en particulier par Nasser à l'époque où le mouvement avait dû s'exiler. Certains sont partis en Occident, d'autres sont partis dans d'autres pays arabes. Et Nasser, pour pouvoir les discréditer, avait dit ils sont soutenus par les Américains, quand lui, il travaillait avec les Russes. Et de la même façon, c'est ce que disait Kadhafi, qui, de ce point de vue-là, suivait les traces de Nasser. C'est pas très très important ce qui peut être construit à partir de rumeurs ou à partir d'éléments qui sont dits par les États. Ce qui est important, c'est d'aller vraiment chercher à comprendre et comprendre profondément les tenants et les aboutissants de ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam politique au sens large. Les services secrets britanniques ont financé pendant très longtemps la confrérie des frères musulmans. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand historien anglais qui a écrit ce livre en 2010 et qui est une véritable bombe et qui est encore aujourd'hui une référence absolue en la matière. Ce livre révèle comment le Royaume-Uni pendant un siècle a collaboré avec des mouvements islamistes radicaux pour servir ses propres intérêts géopolitiques et économiques. Tout commence dans les années 1950. À l'époque, l'ennemi de l'Occident, c'est pas du tout les musulmans, ce sont les communistes. Les communistes étaient bien plus dangereux puisqu'il y avait l'URSS, l'immense empire soviétique, et puis les partis communistes dans plusieurs pays qui voulaient augmenter la paye des ouvriers, rendez-vous compte. Alors aujourd'hui, certains musulmans radicaux sont toujours l'allié de l'Occident, mais il faut qu'ils soient vraiment très riches, du style le Qatar, l'Arabie Saoudite. Alors là c'est bon, ils peuvent venir chez nous et faire ce qu'ils veulent. Bref, dans ce livre, on découvre comment les Anglais ont soutenu des musulmans radicaux dans des tas de pays, l'Iran, l'Égypte, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Indonésie et même la Bosnie. Toujours pour affaiblir des gouvernements nationalistes ou surtout anti-occidentaux. L'exemple le plus connu, c'est en Égypte, quand Nasser a nationalisé le canal, les services secrets britanniques ont fait alliance avec les frères musulmans pour essayer de le déstabiliser, pour essayer de l'évincer du pouvoir. Bon, vous le savez, les Anglais avaient la main sur l'Égypte depuis le 19e siècle. Et puis on apprend dans ce livre la relation très privilégiée entre le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite, qui est le principal acheteur des armes britanniques, qui ferme les yeux sur la promotion de l'extrémisme radical financé par Riyad, y compris sur le sol britannique. C'est ce qu'on appelle le fameux Londonistan. Dès les années 1970, c'est la CIA qui collabore, elle aussi, avec l'Égypte et les frères musulmans pour mener une campagne mondiale contre le communisme. Saïd Ramadan, une des figures majeures des frères musulmans, a bénéficié de soutien politique et financier de la part des Américains. Saïd Ramadan est le père du célèbre Tariq Ramadan. Premier élément, Benji, pour donner du poids à ce qu'il a fait, me dit oui, c'est écrit il y a 10 ans dans un texte d'un grand historien, donc un grand historien, qui est une référence absolue. D'abord, il n'est pas un grand historien, c'est quelqu'un qui a fait des livres qui sont basés sur des documents déclassifiés souvent et qui a été critiqué pour ceci parce que qui aujourd'hui croit que les documents déclassifiés des États-Unis ou de l'Angleterre, du Royaume-Uni ou de n'importe quel autre pays sont des documents de première importance. C'est pas parce qu'ils sont déclassifiés, parce qu'ils furent secrets, que ce qui était secret était la vérité de ce qui se passait. On le sait aujourd'hui, les gouvernements mentent
ils mentent sur ceux qu'ils surveillent, ils mentent sur ce qu'ils entendent, ils mentent de leur vivant et ils mentent quand les personnes sont mortes. Donc ça n'est pas un argument de vérité. D'ailleurs, McCurtis a été de ce point de vue-là critiqué parce que c'est l'essentiel de ses sources. Alors évidemment qu'il y a des choses qui sont intéressantes et qui sont vraies et révélatrices, mais un document déclassifié n'est pas un argument de vérité. Deuxième des choses, une référence absolue. Non, il n'est une référence absolue. Il n'est pas du tout une référence sur ces questions-là. Il peut même être utilisé dans ce qu'il fait, et on l'a vu à plusieurs reprises, des analystes, des chercheurs, par le fait qu'ils exposent des données qui proviennent de gouvernements. Ils jouent le jeu du gouvernement en faisant mine de rendre public ce que le gouvernement fait mine d'avoir caché, eh bien il joue le rôle du gouvernement et c'est une double manipulation. Ici donc, il faut véritablement faire attention à ce que peuvent dire un certain nombre d'analystes, un certain nombre de chercheurs, et plutôt que de penser qu'ils disent la vérité sur leur objet d'étude, il faut se poser la question qui les finance, qui leur donne la matière et pour qui ils roulent eux-mêmes. L'idée de l'objectivité du chercheur, des historiens, mais quels sont ceux qui pensent que les historiens sont absolument objectifs et n'ont ni de rapport avec leur civilisation, ni de rapport avec leur pouvoir, selon l'institution dans laquelle ils travaillent. Ça, c'est un premier plan sur lequel il faut s'arrêter parce que les sources présentées comme fiables sont problématiques. Deuxième des choses, c'est la terminologie qui est utilisée. Et là, vraiment, on se dit, mais on a affaire à quelqu'un qui veut nous présenter une information alternative. Il dit l'islam radical et il ne fait aucune nuance dans l'islam radical. Et là, encore une fois, c'est bien certains gouvernements, en général les dictatures, en Égypte, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, ils disent « Ah oui, mais de toute façon, tous ceux qui sont dans l'islam politique sont les mêmes, il n'y a pas de plus radicaux que d'autres. » Ce qui justifie, en fait, qu'ils aient emprisonné et exécuté leurs opposants. En d'autres termes, la parole des États dictatorieux serait une parole de vérité. Donc on a déjà deux sources là qui sont problématiques et notre internaute, enfin Benji, encore une fois, met en évidence des éléments et parle de l'islam radical. Alors à un moment donné, il nuance un tout petit peu, et ça c'est là que ça devient intéressant, parce qu'effectivement, il faut nuancer. Il y a dans l'histoire de l'islam politique des mouvements qui ont été des mouvements réformistes, des mouvements légalistes dont font partie les frères musulmans, et encore une fois, ça ne les dédouane pas de toute critique. Moi-même, j'ai fait une critique sur des stratégies politiques, des choix politiques, anciens comme présents, systématiquement, et encore une fois, il ne s'agit pas de défendre l'organisation, il s'agit de comprendre le paysage de l'islam politique. Et à partir de la répression, parce qu'effectivement, ceci, Olivier Carré l'avait bien montré au moment de ses études sur le terrain, la radicalisation est venue de la persécution dans un premier temps. Il s'engage sans être violent, et la répression nassérienne, comme la répression qui aura lieu dans l'ensemble du monde arabe, va produire la radicalisation et le fait que certains vont même quitter les frères musulmans, entrer dans d'autres groupements, ce qu'on a appelé les Jama'at al-Islamiyya. Tout ça, c'est connu sur le plan historique, mais c'est pas le sujet qui nous intéresse ici. C'est simplement de mettre en évidence le déficit méthodologique et la simplification terminologique que l'on nous présente comme étant une grande révélation. Donc ça, c'est un premier élément qui fait que vous avez des radicaux, puis vous avez des radicaux qui vont l'être sur le plan national, qui en Égypte, qui en Libye, qui en Afrique du Nord, et puis vous en avez qui vont se projeter dans une vision beaucoup plus globale. Et l'élément, la personne qui a fait ce passage-là, elle est connue, Ayman el-Zawahiri, qui lui était
chez les frères musulmans, qui a considéré qu'ils avaient trahi parce qu'ils ne voulaient pas être violents contre l'État. Il est parti dans les Gama'at Islamiyya, puis ensuite il est parti dans Al-Qaïda, ce qu'on a appelé Al-Qaïda, qui était une vision globale. Et donc il est de ce point de vue, et puis ensuite après on a eu ce qu'on a appelé l'État islamique, etc. Première des choses, si on veut être sérieux avec un sujet d'étude, en particulier quand il s'agit de politique, c'est d'appliquer les sciences politiques à l'objet d'étude qui est le nôtre. On ne se permettrait pas de mélanger toute la gauche en disant toute la gauche elle est radicale, en mettant dans le même panier les socialistes, les sociodémocrates, les communistes et puis ceux qui auraient pu à un moment donné être révolutionnaires. Et dans les révolutionnaires, il y a les révolutionnaires qui sont révolutionnaires dans la conception et d'autres qui sont révolutionnaires dans la lutte armée. Tout ça, on le connaît quand on étudie les mouvements de gauche, comme quand on étudie la droite, on fait la différence entre la droite conservatrice, entre la droite du centre, entre la droite traditionnaliste, entre l'extrême droite, qui va jusqu'au fascisme. Tout ça, on le fait. Et là, pour l'islam politique, non. Ils ont eu des rapports avec l'islam radical et il ne fait pas de nuance, qui met en évidence déjà que on n'est pas véritablement informé et on ne maîtrise pas son sujet, ni celui qui en parle, ni d'ailleurs les réalités des nuances qu'il y a et qui devrait y avoir et qui ne se trouvent pas dans le livre de Mark Curtis. Ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément sur lequel il faut s'arrêter quand on écoute ce qu'il nous dit, c'est effectivement, de ce point de vue, la mise en avant de réalités qui, de ce point de vue-là, sont réelles et connues d'un point de vue historique. Effectivement, les Anglais, mais ça n'est pas nouveau, ils l'ont fait au moment de l'émiettement de l'Empire ottoman, ils ont utilisé les Arabes contre les Turcs. Au moment où ils s'occupent de la Palestine, ils vont mentir aux Palestiniens, mentir aux Arabes et offrir un foyer national juif. Et donc le mensonge d'État, c'est une chose à laquelle est habitué le gouvernement ancien en Angleterre comme présent, comme d'ailleurs les États-Unis. Le mensonge d'État, ce n'est pas simplement le propos de Trump aujourd'hui. Il y a eu, et ça a été Biden avant lui, et les présidents avant eux ont fait de même. On sait qu'ils n'ont pas de parole et qu'ils mentent. Souvenez-vous des armes de destruction massive, soi-disant en Irak, qui ont pu justifier ensuite la mort de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Donc le mensonge ici, il est connu. Et ces États, de ce point de vue, ont véritablement fait en sorte que, à des moments donnés, ils vont instrumentaliser des groupes sur le terrain qui ne sont pas forcément leurs alliés idéologiques. Ils l'ont fait avec la gauche, avec des mouvements de gauche, ils l'ont fait avec même des mouvements d'extrême gauche, ils l'ont fait même avec des trafiquants de drogue et des trafiquants. Tout ceci, on le connaît, donc là on enfonce des portes ouvertes et c'est exactement ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, Hillary Clinton, au moment des élections, elle dit « mais c'est nous qui avons d'une certaine façon créé le monstre pour pouvoir nous opposer aux Russes. Eh bien, nous avons soutenu Ben Laden. » Et moi, je le disais en 92 dans une interview que j'avais faite pour le Nouvel Observateur en disant « il se peut, l'avenir nous montrera que Ben Laden, c'est le plus grand allié des États-Unis dans leur stratégie régionale. » Mais bien sûr qu'ils l'ont fait. Et il faut faire attention. Instrumentaliser un mouvement ne veut pas dire collaborer et être sous la coupe de ceci. Il faut encore faire la différence. Et la relation de ces États occidentaux, sans exception, avec l'islam dit politique, on peut la situer pour synthétiser, sur 3 modes. Avec les États qu'ils ont créés, ces roitelets dans les Émirats, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, etc., 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 ces États-là, qui sont des États qui ont un véritable islam politique,
c'est-à-dire qu'ils refusent la démocratie, ils ont un islam littéraliste sur certaines questions parfaitement rétrogrades, et puis absolument pas ouvert aux décisions populaires. Eh bien cet islam politique, on ne va pas, on va même collaborer avec lui, et on va collaborer avec lui dans la mesure où il fait deux choses. D'une part, il protège nos intérêts géostratégiques, et puis il protège nos intérêts économiques et financiers. Islamistes ou pas, tant qu'ils font ce qu'on leur dit, et qu'en plus on les maintient au pouvoir. Et c'est important de savoir que tous ces États-là, ils ne doivent leur survie politique que parce qu'ils ont l'argent et qu'ils sont protégés par ceux qui ont besoin de leur argent. Puis en plus, ils payent de notre armement en Europe et aux États-Unis. Donc ils payent pour qu'on les protège, ils offrent des bases militaires et en plus, ils protègent nos intérêts en ressources pétrolières ou en gaz. Et puis d'autres choses également, mais on n'a pas le temps de développer. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est tous ceux qui sont issus de la radicalité. Et là, on le sait, parce qu'on l'a vu aux États-Unis pendant et après le 11 septembre, dans la radicalité, on sait aujourd'hui que ce que l'on savait pour l'histoire, c'est encore confirmé, à savoir l'instrumentalisation des pouvoirs les plus radicaux pour pouvoir effectivement cibler ou déstabiliser une région ou un État contre lequel on a des intérêts contradictoires, où on a une visée particulière pour le déstabiliser. Alors effectivement, quand il s'est agi de lutter contre le communisme, on a poussé et parfois instrumentalisé les plus radicaux. Évidemment, ça c'est de la politique, elle est connue, elle n'est pas nouvelle. Ça s'est fait avec Nasser, ça s'est fait dans les pays africains, ça s'est fait dans les pays communistes. Et donc la déstabilisation en utilisant des mouvements que l'on hait idéologiquement, mais que l'on utilise géostratégiquement, elle est connue. Donc bien sûr que ceci ça a été présenté là, on enfonce des portes ouvertes et les Anglais l'ont fait. Les Américains l'ont fait, le font, tout le monde le fait, et les Français le font aussi. Donc même d'infiltrer ces mouvements-là et de les pousser à aller vers la radicalité. Donc il y a les États, et puis il y a les mouvements les plus radicaux qui sont utilisés sur ce plan-là. Il est à noter également, sur ces deux premiers, qu'il faut se poser la question, est-ce que vous pensez véritablement que ces États qui sont les États qui sont des alliés objectifs sur le plan politique comme sur le plan financier, comme sur le plan économique de l'Occident, c'est-à-dire des États-Unis et des grandes puissances, qu'ils les maintiennent au pouvoir, qu'ils les protègent, qu'ils leur assurent justement des revenus et qui en même temps traitent avec eux, est-ce que vous pensez que ces États-là, qu'ils les soutiennent, laisseraient ces États-là financer et aider stratégiquement des groupements radicaux sans qu'ils leur disent de s'arrêter? C'est-à-dire, ils accepteraient que le Qatar paye pour le Paris Saint-Germain, mais ils n'auraient pas la main quand il s'agit pour le Qatar d'aider des groupes politiques d'islam politique, ou comme l'Arabie Saoudite, ou comme les Émirats. Ils les soutiennent et en même temps, ils les laissent faire ceci. Voilà, il y a une autre chose dont il faut à laquelle il faut penser. Il se pourrait justement que c'est en plein accord avec les Occidentaux que ceux-ci aident certains groupements, parce qu'en aval, ces mouvements-là, qui sont des mouvements radicaux, qui peuvent être des mouvements qui vont intervenir aux États-Unis, qui vont intervenir et faire des actes terroristes en Afrique ou en Europe, ben, ils sont utiles à la politique occidentale. En d'autres termes, il y aurait un intérêt à entretenir une radicalité de ces mouvements, même de les infiltrer, même de les voir. Regardez ce qui se passe, qui est à la tête aujourd'hui de la Syrie. D'où il vient, lui? Il vient d'un mouvement radical, il a même fait de la prison, pas aux États-Unis, mais en Syrie, des prisons américaines dont il est sorti, et puis il se retrouve président de la République. Pourquoi, en fait ? Parce qu'en fait, la radicalité de certains est doublement intéressante.
pour un certain nombre de pays occidentaux. Un, elle produit de l'insécurité et donc exige le contrôle. Et deuxième des choses, avec le contrôle vient la nécessité de la surveillance, ici comme là-bas. Et donc c'est l'usage bien compris de ces mouvements-là. Et donc rien de nouveau sous le soleil, c'était vrai il y a 50 ans, c'est vrai aujourd'hui. Et l'idée d'une alliance de ce point de vue-là devrait pas nous... Ça devrait, de ce point de vue, être une évidence pour nous. Troisième des mouvements vis-à-vis desquels les États-Unis comme l'Europe ont plus de problèmes. Ce sont ceux qui sont plus légalistes et qui ne sont pas violents et qui ont un projet. Encore une fois, le projet politique, on peut le critiquer. La stratégie politique, on doit la critiquer. Tout ça, il faut le faire, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Par rapport à ces mouvements-là, la question, évidemment que les gouvernements américains, anglais ont essayé d'entrer en contact, de voir quel était leur taux de corruptibilité de ce point de vue. Ceux qui sont de l'islam radical, on peut les instrumentaliser. En général, vous vous apercevrez que ceux qui sont en avant dans les mouvements radicaux sont souvent ceux qui sont le moins éveillés politiquement, et derrière eux, il y a des gens qui sont plus vicieux et qui les instrumentalisent. Ça, c'est une réalité qu'on connaît. Et les États du Golfe, c'est la même chose. Encore une fois, souvenez-vous bien d'une chose, rien ne peut se faire au niveau des États du Golfe qui n'est d'une certaine façon l'aval des États occidentaux. Sinon, ce serait complètement insensé. Complètement insensé. Donc, on voit bien qu'il y a des alliances de ce point de vue-là qui permettent des politiques qui sont des politiques vicieuses, qui sont des politiques mensongères. Et puis vous avez des mouvements. Vous pouvez ne pas être d'accord avec eux, mais il faut quand même se rendre compte que ces mouvements-là, quand ils passent par les élections, eh bien tout à coup, eh bien on fait en sorte de les criminaliser, de dire que ce sont des terroristes d'une certaine façon. Alors c'est vrai avec ce qui s'est passé en Algérie, c'est vrai avec ce qui s'est passé en Tunisie, c'est vrai avec ce qui s'est passé en Palestine à Gaza, c'est vrai ce qui s'est passé en Égypte. Et tout à coup, vous apercevez qu'il y a islam politique et islam politique. Il y a l'islam politique que l'on peut instrumentaliser, mais l'islam politique qui passerait par le légal, qui passerait par les élections et qui pourrait gagner ces élections, on n'en veut pas. Parce qu'en fait, c'est pas que eux qu'on ne veut pas, c'est qu'on veut pas d'élection, on veut pas de démocratie dans ces pays. On nous dit qu'on aimerait une démocratie en Égypte, qu'on aimerait une démocratie dans les... Non, le conseiller turc avait raison en 2011 qui disait, et qui posait la question n'est pas de savoir si les Arabes ou les musulmans sont prêts pour la démocratie, la question est de savoir si les États-Unis et l'Europe veulent la démocratie pour ces États-là. Et quand on en vient à dire « Ah, mais ils sont en contact et ils ont essayé... » Oui, ils ont essayé de corrompre. Bien sûr qu'ils ont essayé de corrompre. Ils ont essayé d'acheter des gens. Bien sûr que pour ma part, j'ai pu voir et Clinton, et Obama, et Carter. Bien sûr qu'on a vu ces personnes quand on est engagé politiquement. La vraie question, elle n'est pas de se poser, de savoir s'ils ont essayé d'instrumentaliser. Si effectivement ce contact, il a... eu comme conséquence un travail pour l'État en question, américain ou britannique ou même des États du Golfe. Alors quand on dit par exemple, ah ben dans ce livre il révèle qu'il y a eu des contacts entre les Américains et les frères musulmans, dont Saïd Ramadan, paix à son âme, mais bien sûr qu'ils l'ont contacté. Est-ce qu'il a travaillé pour eux? À aucun moment ceci n'a été établi. Ils ont essayé de voir s'ils pouvaient jouer leur jeu. Alors, ils ont essayé d'instrumentaliser, jouer les uns contre les autres. Tout ceci, on le connaît. Ils ont utilisé l'islam politique en voulant fragiliser les États qui leur étaient opposés. Rien que de la politique connue. Mais est-ce que de ce point de vue, ils ont pu les corrompre? Encore une fois, je le répète, cela ne veut absolument pas dire que c'est un soutien aveugle à ces mouvements-là de l'islam politique, même légaliste et même réformiste. Il y a beaucoup à dire sur leur vision, sur leur stratégie et sur les décisions qui ont été prises. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais mon sujet, c'est de dire, ça n'a jamais été le cas. Et s'appuyer sur, quant au financement, s'appuyer sur... des documents déclassifiés pour le prouver, c'est une vaste fumisterie,
en fait, parce que ça donne du crédit à la parole du corrupteur qui n'aurait pas réussi à corrompre celui qu'il aille chercher à instrumentaliser et qu'il le met en évidence pour créer et faire en sorte qu'il y ait du discrédit. Comme dans certaines situations, vous laissez gagner des élections pour en fait faire en sorte ensuite que vous ne puissiez pas avoir de politique et que vous perdiez la popularité que vous avez pu avoir en fermant finalement d'une certaine façon toutes les possibilités de réaliser un projet politique. On le sait en Amérique latine, on l'a su au Chili et on le voit dans beaucoup de pays africains. Là n'est pas la question. Aujourd'hui, simplement pour résumer ici et pour conclure, eh bien quand on écoute ceci, on dit oui, mais il a révélé qu'ils avaient donné de l'argent. Il n'y a absolument aucun lien financier entre les États-Unis et aucun lien stratégique avec les frères musulmans. S'ils les ont instrumentalisés ou essayé de les instrumentaliser ou essayé d'instrumentaliser certains de leurs membres, évidemment. Est-ce que ceci s'est vu sur le terrain? Il y a 3 questions à se poser de ce point de vue-là. La première des choses, quand il s'agit d'instrumentaliser, la question d'instrumentaliser contre quelqu'un, ça on le connaît. Est-ce qu'ils les ont soutenus quand ils étaient à un moment donné au pouvoir? Aucun de ces États ne l'a fait, ni les États-Unis, ni les Anglais, à aucun moment. Si véritablement il y avait une collaboration, c'était à ce moment-là qu'il fallait voir s'ils allaient les aider. C'est ça la logique. Comme ils le font avec l'Arabie Saoudite, comme ils le font avec le Qatar, comme ils le font avec tous les États du Golfe. Mais là, quand eux arrivent au pouvoir, on les élimine et on fait tout pour les étouffer. Ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé dans d'autres pays de la région. Premier élément, quand ils sont au pouvoir, on ne peut pas les instrumentaliser. On veut les étouffer et on veut les renverser. La politique américaine qui est connue. Deuxième des choses, quand il s'est avéré de ce point de vue qu'il y avait un engagement de ces groupements dans la question palestinienne, il a fallu les rendre terroristes. C'était tous des terroristes, ils étaient tous violents. Tous ceux qui se sont engagés dans les élections et qui ont gagné les élections, eh bien tout à coup se sont devenus tous des terroristes. Donc on a transformé ceux qu'on a accompagnés à prendre le pouvoir, et dès qu'ils étaient au pouvoir, ils étaient devenus des terroristes. Et donc on voit bien ici que la relation, elle est tout à fait relative. Ça, c'est le deuxième plan sur lequel, effectivement, il faut s'éveiller quand on dit des choses pareilles. Et il y a ce troisième point. C'est pour savoir si effectivement c'est une collaboration et pas une tentative d'instrumentalisation, c'est de savoir est-ce que dans ce qu'ils ont fait, ils ont soutenu les Américains, ils ont soutenu les Anglais, ils ont soutenu les Européens. Factuellement, quand quelqu'un reçoit de l'argent ou collabore avec un État, il faut que factuellement on ait concrètement quelque chose sur le terrain qui soit en soutien de cet État. Non pas qu'il soit instrumentalisé contre, mais qu'il fasse quelque chose pour. Eh bien, il n'y en a pas. Ça ne tient pas. Et ça m'amène à dire que quand on dit des choses comme celles qui sont dites par Benji, au lieu de simplement donner l'impression qu'on est informé et qu'on apporte une information alternative, il faut avoir une compréhension un tout petit peu plus profonde de ce qui se joue au Moyen-Orient, avec une précision sémantique, en évitant d'enfoncer des portes ouvertes et en se rendant compte en fait que l'alliance des gouvernements occidentaux avec l'islam radical pourrait être bien plus vicieuse que ce que l'on a pensé. Non pas simplement pour s'opposer à des gouvernements qui nous sont opposés, mais continuer à les instrumentaliser pour nous permettre en Occident, au niveau intérieur comme au niveau extérieur, de jouer sur la peur, de jouer sur la menace, d'imposer la surveillance et de restreindre nos libertés. C'est peut-être ça, une des clés sur lesquelles il faut penser et méditer. Voilà, un élément de réponse. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.